On va écouter maintenant Laurence Finlanger sur les obligations des employeurs. Je te cède la place. Alors, si l'explosion de la centrale de Tchernobyl a été une catastrophe environnementale qui a impacté la population et l'environnement, elle a eu aussi des conséquences, évidemment, pour le personnel de la centrale qui y travaillait. Donc, cette série permet d'aborder la question très importante de la protection de la santé des travailleurs et celle de la responsabilité de l'employeur en cas de non-respect d'une obligation de sécurité qui lui incombe. Alors, il faut cependant rappeler qu'il s'agit quand même d'une fiction et peut-être inspirée certes de faits réels, mais qui peuvent parfois avoir été exagérés et qui ont peut-être été modifiés pour les besoins de la série. Et je signale également que toutes les photos que j'ai mises dans mon PowerPoint sont extraites de la série produite par HBO. Alors pour commencer, un bref rappel s'impose sur l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est le fondement de cette obligation de sécurité. Alors elle est prévue par le Code du travail, donc à l'article L 4121-1 de ce code. Donc elle impose à l'employeur de protéger la santé physique, mais aussi mentale des salariés. Il s'agit avant tout d'une mesure qui impose à l'employeur de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter en fait l'accident. Donc c'est des mesures préventives et éventuellement, en cas lorsque l'accident se produit, de prendre évidemment toutes les mesures adaptées pour limiter les risques et les conséquences dommageables si l'accident évidemment n'a pas pu être évité. Donc il y a plusieurs moments en fait à laquelle il va falloir se placer pour vérifier si l'obligation de sécurité a été ou non respectée. Alors, dans la série, plusieurs personnages importants vont apparaître. Alors, il faut noter que l'obligation de sécurité incombe évidemment à l'employeur, donc c'est la personne morale qui est responsable de cette obligation, mais évidemment donc par l'intermédiaire des personnes physiques. Donc, tout d'abord, le directeur de la centrale, mais aussi tous les préposés ou toutes les personnes qui sont susceptibles d'exercer une autorité de fait ou de droit sur les salariés. Donc, il peut aussi s'agir de salariés qui ont une délégation de pouvoir ou un chef de service. Alors dans la série, on a plusieurs personnages qui vont intervenir et qui vont prendre des décisions très importantes et qui vont impacter évidemment la santé des salariés. Vous avez évidemment le directeur de la centrale, donc Bryukhanov. Vous avez également trois personnes qui étaient présentes au moment de l'accident. Diatov, qui était ingénieur en chef adjoint de la centrale, et c'est lui qui va superviser au moment de l'accident le test de sécurité qui va en être à l'origine. Vous avez ensuite Fomin, qui était ingénieur en chef de la centrale et qui va prendre le relais de Dliatov plus tard dans la nuit. Et vous avez enfin Akimov, qui était superviseur de l'équipe de nuit et qui était présent au moment du test et qui va obéir en fait à un certain nombre de décisions que va lui demander et des ordres que va lui donner Dliatov. Donc Akimov en fait va mourir très rapidement des suites de ces radiations. Alors dans cette série, on va donc voir les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à trois moments. Donc avant l'accident, pendant l'accident, mais aussi après l'accident. La prise en charge des accidentés va être pour le moins très insuffisante. Alors, avant l'accident, donc, il s'agit avant tout de mesures de prévention. On peut les regrouper, donc elles sont décrites dans le Code du travail, autour de trois séries de mesures. La première, c'est sécuriser tout d'abord l'outil de production, donc en évitant un maximum de risques. Donc il faut évaluer évidemment l'ensemble des risques. Supprimer ceux qui sont évitables et limiter les conséquences et les risques qui ne sont malheureusement pas évitables, comme dans une centrale nucléaire. C'est évidemment une activité à risque et dangereuse par nature. Donc un certain nombre de risques sont évidemment inévitables. Mais il faudra donc tout faire pour éviter leur réalisation. Deuxième série de mesures, c'est adapter le travail à l'homme. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures de protection du personnel, protection à la fois collective et individuelle, en choisissant donc les bons équipements, en formant le personnel, en donnant les bonnes méthodes de travail, les bonnes décisions d'organisation du travail.
Et enfin, la troisième concerne directement les travailleurs. Il faut protéger donc les travailleurs qui doivent donc être formés, qui doivent être informés évidemment des risques, recevoir les bonnes instructions et leur travail doit être adapté à leur capacité et à leur qualité et à leurs compétences. Et on va le voir, aucune de ces mesures n'a été respectée dans la série Tchernobyl, en tout cas telle qu'elle nous est présentée. Alors en effet, l'employeur va manquer à son obligation de sécurité à plus d'un titre avant l'accident. Donc Alexandra nous l'a rappelé, on découvre en fait les raisons de l'accident au cours de la série et ils sont formalisés au moment du procès en 1987 et on apprend notamment que cette centrale donc a été mise en service en décembre 1983 grâce à un certificat d'achèvement des travaux et aussi d'achèvement des tests de sécurité. Donc ils ont fait un faux, puisque les tests de sécurité, il y en a un qui n'avait pas été réalisé, celui qui va être à l'origine de l'accident. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été réalisées, toutes ont abouti à l'échec. Donc le but de ce test de sécurité, c'était de voir ce qui se passait s'il y avait une coupure de courant et voir comment en fait les générateurs prendraient le relais. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a une coupure, il y a un laps de temps de 60 secondes qui vont être qui vont causer en fait le risque. Donc là, les directeurs de la centrale, tout le monde en fait savait que ce test n'avait pas été réalisé et que les tentatives étaient à chaque fois des échecs. Pourtant, ils ont fait fonctionner cette centrale en sachant pertinemment qu'elle ne répondait pas à toutes les normes de sécurité. Donc là, c'est un premier manquement évident à l'obligation de sécurité. En revanche, ils ne savaient pas, la population ne savait pas, mais les directeurs de la centrale ne savaient pas non plus qu'il y avait un problème sur le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton AZ5, qui leur avait été caché. Ils ignoraient qu'au lieu d'être un bouton d'arrêt d'urgence, c'était en fait un détonateur, puisque c'est ça qui va provoquer en fait la catastrophe. Donc ça, ils ne le savaient pas. Alors, donc évidemment, ils ont quand même fait fonctionner donc une centrale sans que tous les tests de sécurité aient été réalisés, et donc l'outil de production, clairement, n'était pas aux normes. Et donc, c'est un premier manquement. Ils ont également eu des manquements dans la formation du personnel. On voit clairement dans le début, au moment de l'accident, que le personnel n'est absolument pas formé. Il n'y a aucun plan d'urgence qui a été mis en place. Personne ne sait comment réagir. Ils ont un livre d'instructions, là on le voit à l'image, qui est bourré de ratures. Ils ne savent même pas s'ils doivent respecter les ratures ou pas. Ils sont obligés d'appeler pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc ils ne sont absolument pas formés ni aux tests de sécurité, ni comment réagir en fait au moment de l'accident, ce qu'ils doivent faire. On le voit d'ailleurs à l'occasion de la série il n'y a aucune méthode de travail en fait qui a été adaptée à l'exercice demandé par l'employeur et par les responsables au moment de l'accident. Alors ça continue, le manquement en fait à l'obligation de sécurité continue juste avant l'accident, puisque notamment donc le responsable du test de sécurité, Viatov, donc qui est à l'image en haut, il va prendre plusieurs décisions qui vont caractériser des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Tout d'abord, il va poursuivre un test de sécurité alors que les conditions pour le réaliser sans danger ne sont absolument pas réunies. Il aurait dû annuler le test, ce qu'il ne fait pas. Il poursuit en fait la baisse de puissance du réacteur, ce qui va, en fait, ça a commencé en début d'après-midi, le test a été interrompu, et en fait, cette interruption du test pendant la journée a entraîné un empoisonnement du cœur du réacteur à un gaz, et c'est cet empoisonnement, entre autres, qui va, en s'accumulant, entraîner donc la fusion. Au moment donc, où ils décident de poursuivre le test, les techniciens qui sont présents dans la salle de contrôle refusent d'obéir dans un premier temps et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les compétences en fait, pour s'opposer de manière durable à cet ordre. Donc ils ont conscience que quelque chose ne va pas et pourtant ils continuent la poursuite du test. Ils décident également de procéder à ce test à un moment important qui est un changement d'équipe
de travail de nuit. On sait que le travail de nuit est plus propice aux accidents du travail. Donc déjà, c'est un moment qui n'est pas opportun, et à un moment où on change les équipes, donc on n'a pas le relais d'information et on ne sait pas ce qui s'est passé en fait dans la journée. Donc le moment non plus n'est pas adapté à la poursuite de ce test. Et aucune information ne va être donnée, et ça va même plus loin, puisque en fait Viatov décide de faire le test sans prévenir en fait une partie du personnel qui était auprès des réacteurs. Donc ils n'ont aucune information sur la réalisation du test, et donc évidemment ils ne peuvent pas prendre les bonnes mesures sans être au courant même de la réalisation de ce test. Donc là aussi, c'est un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par un manque de transparence, d'information de son personnel. Il demande également à du personnel non formé de faire un test. À l'image, donc les deux images en bas, on voit un technicien qui apparaît, qui n'a que 25 ans, qui a 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Donc il s'appelait Leonid Toptunov. Et lui, il n'est pas formé pour réaliser ce test. Et on le voit, la peur en fait se lit sur son visage. Il n'est pas du tout adapté à la poursuite de ce test. Et il décédera d'ailleurs quelques semaines plus tard des suites de ces radiations. Alors, est-ce que les salariés auraient pu exercer leur droit de retrait ? On en parle beaucoup en ce moment. est peu probable en fait qu'ils le fassent. Ils ont obéi en fait à un désordre. Personne en fait n'avait les compétences au moment en fait où ils décident de réaliser ce test pour désobéir en fait à un ordre du supérieur et pour s'opposer en fait et montrer les dangers. Le personnel était clairement pas adapté à la mission qui leur était confiée. Alors, il y a également un manquement de l'obligation de sécurité pendant l'accident. La première en fait raison qui explique pourquoi aucune décision n'a été prise correctement, c'est parce que tout d'abord tous les responsables vont pendant un certain temps nier l'existence même de l'explosion du réacteur. C'est rien, ils vont minimiser en fait l'accident et dire simplement il y a eu un incendie, mais c'est tout. Ils vont nier jusqu'à très tardivement en fait le fait que la centrale a complètement explosé, que le réacteur a explosé. Donc effectivement, même s'ils ont des remontées, ils vont envoyer du personnel pour aller voir quel est l'état du réacteur, et ils ne croient pas, ils ne veulent pas croire que le réacteur a explosé. Donc évidemment, et ça va être assez long dans la journée, jusqu'à la milieu de matinée en fait qui va suivre, donc ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions dès l'instant où ils nient la réalité de l'explosion. Si c'est simplement un incendie, ils ne peuvent pas prendre en fait les bonnes décisions. Donc d'ailleurs, quand le directeur de la centrale demande l'intervention des pompiers, il leur dit juste c'est pour venir éteindre l'incendie du toit. Donc effectivement, il ne prévient pas non plus les pompiers de la réalisation de cet accident et de la gravité en fait de l'accident. Et il va envoyer aussi du personnel non formé pour aller descendre manuellement les barres de contrôle. Il demande ça à un stagiaire. Est-ce qu'un stagiaire pouvait faire ça ? Visiblement, ce n'est pas le personnel adapté à cette situation. Alors, ça continue puisqu'il ne prend pas du tout les mesures adaptées pour éviter les conséquences dommageables, puisque le personnel qui va se déplacer n'a absolument aucune mesure de protection. Ils partent avec leur tenue sans aucune protection adaptée à la radioactivité. Ils n'ont pas non plus, Alexandra l'a dit, d'appareil de mesure, donc il y en a très peu. Le peu qui sont disponibles, en fait, sont enfermés dans un placard fermé à clé et personne n'a la clé. Et le seul dosimètre qui permet de faire une mesure n'est pas à la hauteur, en fait, des mesures. Il plafonne, mais c'est très, très loin, en fait, de la réalité. Donc, ils n'ont pas le matériel adapté, ils n'ont pas les tenues de protection, ils ne sont pas non plus entraînés, ils ne savent absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, ils n'ont aucune formation et franchement, il n'y a aucun plan d'urgence interne qui a été mis en place au niveau de la centrale. Aucune mesure d'exercice et de secours n'a été respectée. C'est le même constat d'ailleurs pour les pompiers qui sont appelés. Ils viennent en tenue de pompiers pour faire face à un incendie, mais absolument pas pour ramasser des débris radioactifs, qui font ça quasiment à main nue. Ils ont un gant, mais ça ne suffit pas du tout pour être protégés.
Les comprimés d'iode, il n'y en a pas non plus dans la centrale. La question est posée dans l'hôpital de Pripyat, et apparemment, là non plus, ils n'en ont pas, et on est à 3 km. Donc, dans la centrale, il n'y a pas non plus de comprimés d'iode. Donc, il n'y a aucune mesure de sécurité adaptée à un accident nucléaire de cette gravité. Alors, on continue parce que la procédure de décontamination n'a pas non plus été respectée. Donc là, on voit, c'est un pompier qui arrive à l'hôpital de Moscou. Donc, dans un premier temps, ils sont envoyés à Pripyat, puis ensuite à l'hôpital de Moscou. Et c'est seulement à l'hôpital de Moscou qu'on va les déshabiller et les enlever en fait leur tenue exposée à des poussières fortement radioactives. Parce que la contamination peut venir de l'exposition aux radiations, mais aussi à ces poussières. Donc, normalement, il y a tout un protocole de décontamination, de prendre une douche sur le lieu en fait de l'accident, parce que là ils vont se balader avec leur tenue en transportant là aussi leur poussière radioactive. Donc la procédure de décontamination n'existait pas dans la centrale, et on le voit pour les pompiers, mais aussi évidemment pour les ouvriers qui travaillaient, et pour les techniciens qui travaillaient dans la centrale nucléaire. Donc tous ces manquements caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, donc juste avant l'accident, mais également en fait pendant l'accident. Alors après l'accident, de nouveaux personnages vont intervenir qui vont prendre un peu le relais en fait du directeur de la centrale, qui était d'ailleurs pas un spécialiste du nucléaire, mais qui était un spécialiste des turbines, donc qui n'était pas adapté non plus pour prendre les décisions. Donc, on a deux personnes qui vont prendre les décisions. Donc, il y a Boris Tcherbina, qui était vice-président du Conseil des ministres du RSS, et Valéry Legasov, qui va être appelé, qui est lui spécialiste en fait du nucléaire, qui vont être amenés à prendre des décisions pour gérer l'accident et mener l'enquête aussi pour savoir pourquoi l'accident s'est produit. Donc, ils vont être amenés à prendre des décisions qui vont être des décisions très dangereuses en fait, qui va sacrifier un certain nombre de vies humaines, dont leur propre vie. Eux, ils vont avoir conscience du danger et engager en fait leur vie. Alors, juste après l'accident, donc ils vont demander, par exemple, donc j'ai pris que 3 exemples, ils vont demander, par exemple, à des ouvriers de descendre dans la centrale et nager en fait dans l'eau contaminée sous le réacteur pour éviter l'explosion donc de toute la centrale. Donc, ils vont en fait, les inciter, leur demander d'y aller en connaissance, ils savaient que c'était un risque mortel pour eux, en exaltant les valeurs patriotiques. Ils doivent le faire pour secourir en fait la patrie. Donc, ils descendent en ayant conscience du danger. On le verra après si ça peut impacter la responsabilité de l'employeur. Deuxième décision qu'ils prennent, ils décident d'envoyer des hélicoptères pour jeter des sacs comportant un mélange de sable, de glaise et de dolomite. Là aussi, ils ont totalement conscience que les pilotes risquent leur vie. Donc là, ce sont des militaires réquisitionnés parce qu'ils doivent s'approcher en fait au plus près du réacteur pour que ça soit efficace. Donc là aussi, ils savent qu'ils s'exposent à une dose de radiation mortelle. Et puis, vous avez les liquidateurs qui sont en fait un certain nombre de salariés qui ont été réquisitionnés pour venir nettoyer la centrale après l'accident. Donc là aussi, ils sont exposés à un risque de mort quasi certaine. Et donc là, on leur demande de nettoyer le toit de la centrale. Alors, ils ont fait une première tentative avec des robots qui n'ont pas résisté, qui ont été immédiatement en fait détruits par la radiation. Et donc, comme les robots ne peuvent pas le faire, on va envoyer en fait des humains pour aller en fait enlever ces débris. Alors, on parle de robots humains, appelés aussi biorobots. Alors, on leur donne un minimum de protection, c'est très rudimentaire là sur les photos, et on chronomètre le temps qu'ils doivent rester, 90 secondes. Les scènes sont terribles dans la série. On chronomètre et on a un des ouvriers en fait ou des techniciens qui est là et qui se rend compte que son gant est déchiré et il ne sait pas en fait s'il est contaminé ou pas. Donc là aussi, on leur promet une médaille pour la patrie. Ils ont conscience du danger, mais ils y vont et ils mettent en danger leur propre vie pour sauver en fait un maximum de personnes. Donc c'est assez
dramatique en fait et dangereux. Alors on continue avec des mineurs. Les mineurs aussi, en fait, ils sont réquisitionnés pour aller creuser un tunnel sous la centrale pour éviter la contamination des nappes phréatiques avec l'eau qui avait été envoyée dans le réacteur. Et donc les conditions de travail sont particulièrement pénibles. Ils travaillent dans un tunnel où il y a une chaleur très importante, il n'y a pas d'aération, ils n'ont pas de masque adapté pour éviter les poussières radioactives. Et tellement c'est insupportable, ils finissent par travailler nus dans le tunnel. Et ils travaillent jour et nuit pour réussir à creuser ce tunnel. Donc là aussi, ils ont conscience du danger. Ils savent en fait qu'ils mettent leur vie en danger puisqu'ils n'ont absolument aucune tenue de protection. Et donc, ils vont remplir cette mission totalement suicidaire. Alors, quelles sont les conséquences ? On le voit, hein, les manquements à l'obligation de sécurité sont nombreuses à toutes les étapes en fait, de l'accident. Alors les conséquences sont assez importantes. Hein. L'employeur donc, est responsable évidemment de ses propres agissements au nom de l'obligation de sécurité, mais aussi responsable du fait de ses préposés, dès lors que le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions. Il peut s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas agi dans le cadre de ses fonctions, sans autorisation à des fins totalement étrangères à leurs attributions. Et donc le responsable, l'employeur est responsable vis-à-vis des tiers, mais aussi des autres salariés victimes de l'accident du travail. Alors pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré que l'obligation de sécurité était une obligation de résultat, ce qui signifie que dès l'instant que l'accident s'est réalisé, il engage sa responsabilité et il ne peut s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure. Donc là, si on applique cette jurisprudence, on peut considérer que la centrale a engagé sa responsabilité sur le manquement de cette obligation de résultat, sauf à prouver que l'ignorance du défaut de conception du bouton AZ5 était un cas de force majeure, ce qui pourrait éventuellement être la seule cause d'exonération. Deuxième évolution, c'est le fait que la Cour de cassation, aujourd'hui, considère qu'il s'agit avant tout d'une obligation de moyens renforcés. Dès l'instant où l'employeur peut, pour apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident, il peut désormais s'exonérer de sa responsabilité. Alors on pourrait penser qu'il y a une régression parce qu'en fait il n'y aura plus une indemnisation systématique des victimes, mais cette évolution s'explique aussi pour inciter les employeurs à avoir un comportement proactif en termes de sécurité. Parce qu'auparavant, s'ils avaient respecté et s'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident, ils engageaient quand même leur responsabilité. Donc ce n'est pas forcément une régression en fait en termes de sécurité. On va mettre l'accent davantage en fait sur les mesures de prévention à respecter. Alors de toute façon, avec cette évolution, dans le cadre de la centrale, il est clair, je vous l'ai démontré, qu'elle n'a absolument pas respecté toutes les mesures de prévention, qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire pour éviter l'accident et donc qu'elle engagerait sa responsabilité. Alors, est-ce qu'elle pourrait s'exonérer en apportant la preuve que les salariés éventuellement aient commis une faute ? La faute du salarié n'est pas une cause d'exonération, même si le salarié peut éventuellement être sanctionné d'un point de vue disciplinaire, ça n'est pas une cause d'exonération. L'acceptation des risques n'est pas non plus une cause d'exonération de l'employeur. Donc même si la centrale ici a donné les informations, et on a vu que ce n'a pas toujours été le cas, qu'elle a pour un certain nombre de cas, elle n'a pas du tout informé les salariés des risques qu'ils encouraient, mais même quand ils ont été informés, l'acceptation des risques, donc je pense par exemple aux mineurs ou aux salariés qui sont descendus nager dans l'eau, même s'ils avaient conscience du danger, ça ne minimise pas de toute façon l'employeur dans son obligation de sécurité. Il continue d'engager sa responsabilité. Alors, l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité concernant la prise en charge des accidentés du travail. Puisque lorsque vous avez des accidentés du travail, donc que ce soit les personnes décédées ou les personnes blessées, ça implique en fait un certain nombre de mesures.
L'une d'entre elles semble avoir été respectée suite à l'accident de Tchernobyl. Il s'agit donc de mettre en place une enquête pour déterminer quelles sont les causes et évidemment prendre les mesures pour éviter que l'accident ne se reproduise. Donc la série raconte précisément cette enquête qui a été réalisée par des scientifiques et ça aboutit d'ailleurs au procès en 1987 et qui va expliquer les raisons de cet accident et notamment les défaillances dans la conception de ces centrales et la défaillance du bouton AZ5. Valérie Legasov, qui va dénoncer ces agissements, va d'ailleurs être menacé à la fin du procès pour avoir dit la vérité. Et il finira par se suicider d'ailleurs suite à ces pressions. Alors en revanche, d'autres règles n'ont absolument pas été respectées suite à cet accident. Tout d'abord, les accidentés du travail n'ont absolument pas été pris en charge. Le nombre officiel qui nous est donné dans la série, c'est 31 morts. Ce n'est pas du tout le chiffre, en fait, réaliste des accidentés du travail et du nombre de décès, puisque on sait, enfin j'ai fait quelques recherches derrière, j'ai presque fini, que l'accident, au moment de l'accident, il y avait 600 personnes qui travaillaient sur le site. 237 ont été hospitalisés, dont 134 avec un syndrome d'irradiation aiguë. Donc 31, c'est franchement pas le nombre réaliste, même s'il y a des discussions pour savoir quel est le nombre de décès. 31, c'est vraiment pas la réalité. Alors également, il n'y a eu aucun suivi particulier des travailleurs et des liquidateurs qui sont intervenus sur le chantier. Alors on ne parle même pas de l'indemnisation du préjudice subi. Les accidentés, donc je vous l'ai dit, sont les personnes décédées, mais aussi les personnes qui ont travaillé et qui ont déclenché des maladies suite à l'exposition des radiations. Ils ont subi des préjudices corporels, une souffrance, donc un préjudice moral, mais également un préjudice d'agrément, puisque la plupart des salariés habitaient dans la ville de Pripyat, qui offrait des conditions de vie qui étaient très bonnes en fait à l'époque, si on se replace dans le contexte, et ils ont effectivement été évacués, donc ils ont perdu tout leur cadre de vie, toute leur vie qu'ils avaient auparavant, donc ça c'est ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Et puis également, il y a le préjudice d'anxiété. Préjudice d'anxiété, ils ont été exposés à des radiations, ils ont été exposés à des poussières radioactives, ils ne savent pas s'ils vont déclencher la maladie. La maladie pouvant se déclencher plusieurs années auparavant. C'est ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété. Alors, en France, les salariés victimes d'accidents du travail peuvent être indemnisés. Donc, il y a un régime d'indemnisation forfaitaire et automatique depuis 1898, mais pour allonger en fait la liste des préjudices indemnisables, ils peuvent en fait invoquer la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire quand l'employeur a conscience d'un danger et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce danger, ce qui était visiblement le cas dans la catastrophe de Tchernobyl. Donc, ce qui leur permet d'obtenir donc une liste de réparations, au-delà d'ailleurs de celui qui est prévu par le Code de la sécurité sociale. C'est le Conseil constitutionnel qui a décidé d'indemniser tous les préjudices. Donc préjudice d'agrément, préjudice d'anxiété qui dans un premier temps a été réservé aux victimes des salariés exposés à des poussières d'amiante et qui depuis un arrêt du 11 septembre 2019 et ça concerne tous les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques, donc évidemment les poussières radioactives. Alors évidemment, Mathias Couturier en parlera un peu plus longuement, les conséquences peuvent également être pénales, évidemment, pour l'employeur, puisqu'ils peuvent avoir mis en danger, en fait, la vie d'autrui. Il peut y avoir des homicides et des blessures involontaires. Donc, dans la série, on voit qu'ont été condamnées plusieurs personnes physiques, mais non la personne morale. Donc, vous avez le directeur de la centrale, vous avez Fomin, qui était l'ingénieur en chef, et Biatov, qui était superviseur de l'équipe de nuit. Ils ont été poursuivis pour gestion criminelle d'une activité potentiellement explosive à 10 ans de travaux forcés, donc peine évidemment qui n'existe plus en France, mais qui n'a pas été exécutée en raison de leur état de santé. Donc évidemment, il y aurait des sanctions pénales possibles.
qui pourrait être poursuivi donc en France. Donc cette série illustre parfaitement tous les aspects en fait de l'obligation de sécurité des employeurs. Donc dans le cadre d'une entreprise particulièrement dangereuse comme c'est le cas d'une centrale nucléaire, mais il faut bien savoir que cette obligation de sécurité et toutes les mesures qui doivent être prises concernent toutes les activités, même celles qui ne sont pas potentiellement dangereuses, et concernent aussi bien la santé physique que la santé mentale désormais. Et c'est un enjeu majeur et d'actualité du droit du travail. Je vous remercie.